Ça ne devait pas arriver comme ça. Les sanctions étaient censées freiner les ambitions nucléaires de l'Iran. La diplomatie devait faire son œuvre. L'axe de la résistance, orchestré par la République islamique d'Iran, avec ses centaines de milliers de missiles et de roquettes, était censé dissuader Israël de bouger. Quant aux États-Unis, avec leurs bases vulnérables dans la région et des routes pétrolières en jeu, ils n'allaient sûrement pas s'en mêler. Et pourtant, c'est arrivé. Pas par accident, pas du jour au lendemain, mais après 1 an et demi où la République islamique d'Iran et ses alliés ont joué avec le feu encore, et où Israël, à chaque fois, a refusé de reculer. Jusqu'à ce matin du 13 juin, où l'attaque que l'on pensait impossible a finalement eu lieu. Alors, comment Israël a-t-il mené l'opération Lion-Levant ? Alors déjà, petit retour en arrière, l'Iran et Israël, une longue histoire. Tout commence en 1979. La révolution balaie le Shah qui était soutenu par l'Occident. Un nouveau régime prend le pouvoir, mené par un homme, l'ayatollah Khomeini. Il arrive au sommet grâce à une alliance improbable entre marxistes, islamistes et nationalistes, unis par une même haine, celle du Shah et de ses accointances avec les puissances étrangères, accusés de piller les ressources du pays, surtout le pétrole. Mais cette alliance implose, elle éclate assez rapidement. Les islamistes de Khomeini prennent le contrôle et impose un pouvoir de fer. L'anti-impérialisme devient la doctrine officielle, l'hostilité envers l'Occident un principe fondateur. L'Amérique devient le grand Satan et Israël le petit Satan, son complice régional. Aux yeux du régime, Israël incarne tout ce que la révolution rejette. Pendant ce temps, d'autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, se rapprochent des États-Unis. Eux aussi deviennent alors des cibles de la colère iranienne. Et ce, que ce soit sous Khomeini ou son successeur Khamenei. Visiblement, les noms des dirigeants iraniens ne varient que très peu. Macron, Mokrin, du tout au même. Mais retournons à l'Iran. La stratégie iranienne frappait mais sans salir. Face à l'impossibilité d'affronter directement les États-Unis ou leurs alliés, Téhéran adopte une stratégie bien plus rusée, armer des groupes proxy et les laisser faire le sale boulot. Et pendant des décennies, ça a marché. Le Hezbollah s'en prend aux forces américaines au Liban, puis s'oriente vers Israël. Le régime syrien soutient l'Hezbollah et menace le nord d'Israël. Le Hamas multiplie les attaques contre les civils israéliens, sabote les efforts de paix et déclenche 3 guerres à Gaza. Avant même le 7 octobre. Au Yémen, les Houthis combattent l'Arabie Saoudite pendant 7 ans avant de se tourner eux aussi vers Israël. Même en jouant la carte des proxies, Téhéran ne cache pas ses intentions. Les appels à rayer Israël de la carte se multiplient. Alors quand l'Iran accélère son programme nucléaire, Israël et ses alliés du Golfe tirent la sonnette d'alarme. Un Iran nucléaire ne menace pas que Jérusalem, il menace tout l'équilibre régional. Réaction israélienne, sabotage et frappe ciblée. Israël contre-attaque dans l'ombre. Cyberattaque comme l'opération Jeux Olympiques et élimination ciblée de scientifiques du nucléaire iranien. Des opérations qui freinent le programme mais qui renforcent la détermination de Téhéran à se doter d'un bouclier atomique. Et pour Israël, c'est hors de question. Déjà en 81 contre l'Irak et en 2007 contre la Syrie, l'armée israélienne avait frappé des sites nucléaires suspects. Mais l'Iran n'est pas sans défense. Il a dans sa manche des milliers de missiles balistiques, des dizaines de milliers de roquettes dans les mains du Hezbollah au nord d'Israël et les tunnels et armes du Hamas au sud. Un filet de dissuasion redoutable. Une attaque directe d'Israël risquerait une riposte coordonnée capable de plonger les civils israéliens dans le chaos. Alors Israël a choisi la stratégie du containment, l'endiguement. La suite, freiner les ambitions nucléaires de la République islamique. Tenir le Hamas et le Hezbollah à distance. Et utiliser les sanctions, les cyberattaques et des frappes ciblées contre des objectifs liés à l'Iran, notamment en Syrie, pour maintenir un équilibre aussi fragile que nécessaire. Pendant des années, cette guerre de l'ombre est restée à peine visible, mais il y eut le choc du 7 octobre 2023. Après l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre 2023, la plus grande tragédie pour les Juifs depuis la Shoah, tout a basculé. La stratégie de dissuasion patiemment construite par Téhéran pendant des années a commencé à s'effondrer. Première leçon pour Israël, quand un ennemi jure de vous éliminer, il faut le prendre au mot et agir avant qu'il ne soit trop tard. Israël avait tenté de contenir le Hamas. Ce fut un échec total. Et surtout, cet échec a montré que la même stratégie ne pouvait plus s'appliquer ailleurs.
Deuxième point, le Hamas espérait déclencher une guerre régionale contre Israël. Mais face à la riposte dévastatrice menée à Gaza, l'organisation terroriste a compris que son plan n'avait pas réalisé son objectif. Le Hezbollah a bien ouvert un front de soutien, tirant des roquettes presque tous les jours sur le nord d'Israël, mais rien à voir avec l'assaut massif sur lequel comptait le Hamas, et que le Hezbollah préparait apparemment. Quant à la tête de gondole de tout ce joyeux petit monde, la République islamique d'Iran. Elle a regardé brûler Gaza depuis les gradins. Le message, il était limpide, l'Iran et ses alliés avaient peur. Et Israël a flairé une occasion en route vers l'opération Lion-Levant. En avril 2024, Israël neutralise un haut commandant iranien en Syrie, chargé de transférer des armes au Hezbollah. L'Iran, pour restaurer sa crédibilité, choisit une réponse massive et immédiate, des centaines de drones et missiles lancés vers Israël dans un spectaculaire déferlement de puissance. L'objectif, frapper si fort qu'Israël n'oserait plus jamais répliquer. Mais coup de théâtre, le système de défense israélien, soutenu par les États-Unis et d'autres alliés, intercepte la quasi-totalité des projectiles. Une seule victime, un Palestinien côté Cisjordanie. Ce qui devait paralyser Israël a en réalité mis à nu les faiblesses de l'Iran. Israël saute alors sur l'occasion et enchaîne les opérations qui vont bouleverser l'équilibre régional. Juillet 2024. Israël élimine le chef du Hamas, reclus dans une planque protégée par l'armée iranienne. C'est pas juste une frappe contre le Hamas, c'est un message très clair pour Téhéran. On peut atteindre n'importe qui, n'importe où. Septembre 2024. Israël passe à l'offensive contre le Hezbollah. Après un an de tirs de roquettes, les beepers des commandants explosent et les chefs sont ensevelis sous leurs bunkers. Le Hezbollah est décimé et il signe un cessez-le-feu en quelques semaines seulement. Depuis, il regarde impuissant Israël puis l'armée libanaise démonter toute son infrastructure défensive pensée pour dissuader une attaque contre l'Iran. Octobre 2024, l'Iran tente encore une fois de frapper fort avec une nouvelle salve de missiles. Mais là encore, dégâts minimes. Israël contre-attaque et détruit les défenses aériennes iraniennes, jadis considérées comme infranchissables. Message limpide pour Téhéran, vous ne pouvez pas nous arrêter. Il est temps de tout arrêter. Mais le sort de l'Iran était en réalité déjà scellé. Décembre 2024, avec le Hezbollah hors jeu, plus personne pour soutenir le régime pro-iranien en Syrie. Les rebelles s'emparent de Damas et un autre pion du camp de la résistance tombe. Le mythe d'un Iran intouchable s'effondre. La peur qui retenait Israël d'attaquer Téhéran s'évapore de jour en jour. Janvier 2025. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'envole pour Washington et tente de convaincre Donald Trump. C'est maintenant qu'il faut frapper et neutraliser le programme nucléaire iranien. Mais Trump, craignant un embrasement régional, freine Netanyahou. Il veut encore croire à la diplomatie. Téhéran, acculé, le sait. Et Trump mise sur un dernier pari, que l'ayatollah finisse par céder. Bon, ça ou le simple fait qu'il ne voulait pas être considéré comme un va-t-en-guerre. Ça serait pas étonnant que Trump ait décidé de retarder l'attaque à des fins purement électoralistes. Bref, avril 2025, Trump donne 60 jours à la République islamique pour se plier à ses exigences. Le compte à rebours de l'opération militaire la plus audacieuse jamais lancée par Israël est enclenché. Soyons clairs, l'attaque israélienne contre l'Iran n'a rien d'un coup de tête. Tout comme l'opération Grim Reaper contre le Hezbollah, celle-ci était en gestation depuis des années. Discrètement, patiemment, Israël a posé les bases, pièce par pièce, pion par pion, positionnant des moyens qui pouvaient rester dormants des mois, voire des années, en attendant le top départ. Le plan s'appuyait sur des décennies de renseignements, de cyberattaques, d'infiltration de réseaux iraniens et sur des missions secrètes comme le raid de 2018 contre les archives nucléaires de l'Iran, mais aussi sur des agents recrutés au sein même du peuple iranien, des citoyens las d'un régime autoritaire et de voir leurs manifestations réprimées dans le sang. La préparation israélienne était enveloppée de couches de mystère et de secrets. Les réunions du cabinet se tenaient sous couvert de discussions sur Gaza. Pendant que tous les regards restaient braqués sur le Hamas, quelque chose de bien plus vaste se mettait en place. Pendant des mois, Israël a infiltré du matériel militaire de pointe en Iran, dissimulé sous l'apparence de produits commerciaux. Sur place, des agents du Mossad, aidés par des dissidents locaux, ont installé une base de drones clandestine. En parallèle, l'armée israélienne menait des cyberattaques et brouillait les signaux électroniques pour que le jour J, tout passe inaperçu. Juste un point de plus sur un radar. Puis, l'ultimatum de Trump a expiré. Jour 61. Le coup porté par le Mossad. Le matin du 13 juin 2025,
les Israéliens sont réveillés par des alertes d'urgence. L'Iran pourrait préparer des représailles. Mais en Iran, les habitants se réveillent dans une autre réalité. L'opération Lion-Levant, un nom tiré d'un verset biblique qui célèbre la force et la résilience du peuple juif, et un clin d'œil à peine voilé au lion présent sur le drapeau iranien d'avant la révolution. Quand la République islamique réalise qu'elle est attaquée, il est déjà trop tard. Des agents du Mossad, infiltrés depuis longtemps, ont saboté en silence les radars et défenses antimissiles, libérant le ciel pour la suite. En quelques minutes, Israël prend le contrôle aérien de Téhéran. 200 avions de chasse. C'est près d'un tiers de l'armée de l'air israélienne qui pénètre l'espace aérien iranien. Plus de 330 frappes ciblées illuminent l'Iran, notamment Téhéran, avec quasiment aucune résistance en face. Mais c'est pas juste une simple démonstration de puissance, c'est aussi une campagne chirurgicale. Chaque cible est sélectionnée avec une précision glaçante. Les installations nucléaires à Natanz et Isfahan, les sites de missiles près de Tabriz, les infrastructures militaires à travers Téhéran. Des scientifiques nucléaires éliminés dans leur sommeil, des généraux de haut rang attirés dans une fausse réunion secrète et neutralisés par une frappe ciblée. En moins d'une heure, c'est l'entièreté du commandement militaire iranien qui est anéantie. C'est plus un avertissement, c'est un châtiment. Personne n'y croyait vraiment, pas même le régime iranien. Les médias d'État iraniens tentent de minimiser l'ampleur des dégâts, mais les services occidentaux dressent un tout autre tableau. Les frappes sont catastrophiques pour Téhéran. La panique s'empare du pouvoir. Le guide suprême se serait réfugié dans un bunker secret. Pendant que les Israéliens réveillés en pleine nuit attendent une contre-attaque imminente, il faudra presque une journée entière à la République islamique pour coordonner une riposte. Et quand elle est enfin arrivée, la riposte iranienne n'était en rien comparable à ce qu'Israël avait anticipé, ni à ce qu'espérait la République islamique. Dans les jours et nuits qui ont suivi l'offensive surprise d'Israël, l'Iran a lancé plusieurs salves de missiles. L'ampleur était limitée, mais le prix humain tragique. À ce jour, on dénombre 28 morts à Tel Aviv, Bat Yam, Haïfa et pratiquement tous des civils. Mais ce qui est tout aussi dramatique, c'est le sort des civils en Iran. Israël est connu pour sa précision chirurgicale, mais après plus de 1000 cibles visées, beaucoup situées en plein cœur de la capitale, ce sont des innocents qui ont aussi perdu la vie. Pour la première fois de l'histoire, deux puissances du Moyen-Orient s'affrontaient ouvertement. Mais Israël faisait face à un obstacle de taille. Fordow. Le cœur du programme nucléaire iranien était enterré au fond d'une montagne. Le frapper, ça signifiait soit une opération terrestre suicide, soit l'intervention des États-Unis et de leurs bombes anti-bunkers. L'Iran misait sur un non. Jamais Washington ne prendrait le risque de voir ses bases visées ou ses routes pétrolières menacées. Mais encore une fois, mauvais calcul. Les bombes anti-bunkers ont été larguées. Le programme nucléaire iranien a été anéanti, ses stocks de missiles quasiment épuisés, le régime de plus en plus affaibli. La République islamique iranienne recule enfin. Quelques jours plus tard, un cessez-le-feu fragile est instauré. Une leçon à retenir, le Hamas pensait que le 7 octobre serait le début d'un nouveau Moyen-Orient. Au lieu de ça, ils ont précipité la chute de leurs alliés, de leurs parrains et de l'avenir de leur propre peuple. Mais une question demeure. Est-ce que les ennemis d'Israël finiront par comprendre un jour que tout ça est inutile et qu'il vaut mieux privilégier la diplomatie et le chemin de la paix? La balle est dans leur camp.